Dans quelques instants, vous allez apercevoir un petit bonhomme, une poussière des étoiles, un microbe quoi, qui ici est en train d'essayer de vous expliquer l'alternance entre des périodes où les précipitations qui ont fait fondre cette vase étaient très humides lors de la fossilisation et qu'on n'a pas une oxydation optimale pour avoir cette roche rouge, et ces périodes plus humides, le fer n'arrive pas absolument à rougir et à s'oxyder, et donc on a ici des roches plutôt gris verdâtres qui sont absolument extraordinaires, comme sur cette plaque de marque de sécheresse à quelques mètres d'ici, vous voyez, eh bien, c'était une petite période de quelques mois peut-être où la roche était très très humide, alors qu'ici le climat était encore beaucoup plus sec. Et il y en a toujours 3 km sous mon auguste océan. On voit bien la différence de couleur ici entre la fossilisation en vert bleuâtre et ici rouge. Et sur la plaque rouge, vous pouvez observer, comme le font tous nos amis ichnologues qui les empruntent. Alors il n'y a pas que les empreintes de plantes et d'animaux. Ici on voit des gouttes d'eau fossiles, des empreintes de gouttes d'eau, des orages de l'époque. Et mes amis experts vont trouver des empreintes de fourmis, des empreintes de déjection de vers de terre, des empreintes de grillons, de sauterelles et même de libellules. Il y a un ami médecin qui a trouvé il y a déjà plusieurs dizaines d'années la Laperia splendida, une magnifique libellule qui est dans nos archives. Ah oui, il est là. Oh, il est minuscule, hein. Mais on l'a déjà ça. Ah, ben il était là. Il est là. Ouais, c'est un mâle, il fait chier. Je l'ai eu. Alors on revoit une minuscule femelle du scorpion du Languedoc qui porte mal son nom puisqu'on le trouve en Algérie, au Maroc, en Espagne, et dans le Languedoc méditerranéen français, et qui est présent toute l'année sous les pierres pour ne pas mourir de chaud, puisque si on la laissait ici pendant un quart d'heure au soleil, elle serait complètement déshydratée et mourrait très rapidement. Voilà, je l'attrape par le bout de l'abdomen, puisque l'aiguillon venimeux se trouve entre mes doigts, pour pas lui faire mal, et moi non plus. Alors dans cet univers de roches rouges qui font plutôt penser à la planète Mars, il faut rappeler que nous sommes à quelques mètres d'une cheminée volcanique qui a projeté des plus profonds de la croûte terrestre les roches antérieures à il y a 1 500 000 000 d'années quand les éruptions volcaniques ont eu lieu, en projetant d'abord ce qu'on appelle des cendres volcaniques, ici compactées, puis la lave, qu'on appelle aussi le basalte, une roche très, très lourde, noire plutôt, et de quelques milliers de profondeurs plus bas, ici du quartz de toutes les couleurs et des quartzites, ici vous voyez les plus sombres, plus blancs ici, et au fur et à mesure, là, c'est plutôt du grès, qui est la période qui a succédé à la fin de l'ère permienne, il y a 245 millions d'années environ, et pour terminer, l'époque jurassique entre, là c'est les jurassiques locaux, 140-160 millions d'années, donc du calcaire, voilà. Et on a aussi des marbres qui sont des calcaires qui ont été comprimés en profondeur à une pression considérable. Cette pression a cristallisé le marbre, enfin le calcaire, pour qu'il devienne un marbre, le plus extraordinaire des calcaires. Voilà cet échantillon de roche qu'on peut trouver ici, dans la ruffe, ces grès rouges du Lot des Voies. Or voilà
réunis dans ce que nos amis géologues appellent des conglomérats. Toutes les roches d'époques absolument différentes, puisque là on est à plusieurs centaines de millions d'années de présence de ces cailloux polychromes, multicolores, qui sont compactés dans les cendres volcaniques, et donc ça fait des roches qui se sont durcies, fossilisées. Voilà, des blocs extrêmement décoratifs, mais impossible à sculpter par les amis sculpteurs parce que ça part dans tous les sens. Alors, bien sûr, tout le monde connaît les caméléons qui ont la particularité de changer de couleur en un certain temps quand même, et encore plus les pieuvres, les poulpes, qui en une fraction de seconde sont capables de changer plusieurs fois de couleur. Alors le mot le plus connu, ça s'appelle le mimétisme, et les gens qui se la pètent, ils disent homochromie, c'est-à-dire être de la même couleur que, en général, sur le support environnemental. Et ici, une espèce de criquet, des insectes sauteurs, l'Eudipode. Alors il y a plusieurs espèces d'Eudipodes. Ça c'est l'Eudipode bleu parce que ses ailes sont bleues. Alors là c'est un caractère sexuel, puisque de loin en loin, puisque cet Eudipode qui est né et a vécu dans un univers de roches rouges, lors des 3 premières mues, le petit œuf qui a mué 2-3 fois, c'est une sorte de progression en taille, il y a 5 mues pour la plupart des insectes, eh bien il adopte la couleur du support. Et on va voir que ces copains de la même espèce qui sont sur une roche calcaire plutôt blanche, eh bien seront très très pâles, d'un gris très pâle, et ceux qui sont sur une roche volcanique noire, eh bien seront très foncés. Si je mets notre petit copain sur cette roche, vous voyez, d'une autre couleur, eh ben, le prédateur va le voir tout de suite, le petit oiseau, le hérisson, enfin tous ceux qui mangent des criquets, les scorpions et compagnie. Voilà pour le mimétisme, notre petit copain. Il est parti! Alors toujours dans la série des marques, des empreintes fossiles, ici ce ne sont pas des plantes ni des animaux, c'est un fossile, on pourrait dire, de climat. Nous sommes sous l'eau des marécages près des rivages, et c'est l'impression de tôle ondulée que vous avez à la plage, avec de l'eau jusqu'au mollet, et le sable fait comme de la tôle ondulée. Alors ça s'appelle des rides de rivage, ou ripple marks en anglais, ripple marks. Voilà. Bon, elles sont plus ou moins grandes selon. Alors c'est le vent qui provoque ça sur les rives des rivières, des marécages ou des mers. Et voilà. Alors nous voici arrivés dans ce qu'on appelle la haute vallée du ruisseau Salagou, du ruisseau très méditerranéen, comme la végétation nous le prouve. Et nous sommes au pied d'une cheminée volcanique impressionnante sur laquelle, dans le haut Moyen-Âge, a été établie une citadelle de surveillance du chemin commerçant situé là où nous sommes. Et cette cheminée volcanique donc, qui nous a ramené des profondeurs de la Terre, des roches de nature très différentes. Alors notre climat méditerranéen convient absolument, d'autant plus que l'aridité ambiante favorise l'introduction d'espèces ici centra-américaines. Ces cactus d'origine mexicaine du genre Opuntia, il y en a plusieurs espèces qui se sont très bien acclimatées aux environs du lac du Salagou et qui va donner, comme tous les cactus, des fruits, puisque ce sont des plantes à fleurs. On l'appelle le figuier de Barbarie, voilà, parce que quand on veut parler de barbare, c'est qu'on en est un soi-même, puisqu'on pense qu'il y a des humains qui sont très différents de nous, d'espèces différentes. Alors, ceci dit à part, on peut faire des confitures avec les figues de Barbarie.
en prenant soin d'enlever les minuscules piquants qui les bordent. Je vous rappelle que les cactées ou plantes grasses ou succulentes sont ornées d'épines, puisque ce sont d'immenses réservoirs d'eau qui, dans les déserts mexicains d'Amérique du Sud, seraient complètement mangés par les animaux en quête de liquide. Faire gaffe de ne pas marcher dessus, ça pique. Ah, il n'y a pas de gros... Ah, là-bas, il y a un gros. Les scolopendres, la scolopendre, le plus grand mille-pattes d'Europe, qui est extraordinairement coloré, magnifique, comme les scorpions, vivent dans les milieux les plus pierreux, sous les pierres et dans le peu de terre qu'il y a, et ils chassent à court. C'est-à-dire qu'il leur faut un substrat pour chasser les sauterelles, les criquets, les insectes, et même ils sont cannibales entre eux, bien sûr. Mais toutes ces prairies d'herbes que vous voyez sont d'immenses jungles impénétrables pour ces petits prédateurs. Et comme nous sommes longtemps après le début de l'exode rural, il y a plus de 150 ans en France, tous ces anciens pâturages et zones complètement administrés par les humains jusqu'au début du XXe siècle sont aujourd'hui laissés à un renouveau naturel qui fait que la végétation d'origine, d'abord les herbes, les petites plantes, puis les buissons, puis les arbustes, puis les arbres, vont revenir comme il y a plus de 5000 ans à ce qu'on appelle ici la forêt primaire du sud de la France, constituée majoritairement du chêne blanc ou chêne pubescent. Voilà, qui a laissé par la suite, au fur et à mesure que les humains défrichaient, la place au chêne vert, plus méditerranéen, au chêne kermès. Et donc là, c'est un renouveau d'une végétation qui va redevenir petit à petit de type européen et perdre sa nature méditerranéenne.